À 5 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, une question s'impose progressivement dans le débat public, sans slogan, sans cri, mais avec une inquiétude diffuse. Le mondial le plus ambitieux de l'histoire moderne du football est-il en train d'être fragilisé de l'intérieur? Organisé pour la première fois par 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique, et élargi à 48 équipes, cette Coupe du Monde devait symboliser l'ouverture, la mondialisation sportive et l'universalité du football. Pourtant, le contexte politique américain, dominé par le retour de Donald Trump au pouvoir et par une ligne idéologique de plus en plus dure, introduit une série de tensions qui dépassent largement le cadre du sport. Il faut d'abord rappeler une évidence que l'histoire sportive confirme depuis un siècle. Une Coupe du Monde n'est jamais un événement neutre. Elle est toujours le reflet d'un équilibre géopolitique, d'un rapport de force économique et d'une vision du monde portée par ses organisateurs. En ce sens, la Coupe du Monde 2026 n'échappe pas à la règle. Elle est même un cas d'école, car jamais un mondial n'avait été conçu dans un contexte aussi polarisé, aussi fragmenté, aussi conflictuel sur le plan diplomatique. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a repris une politique qu'il assume désormais sans filtre. Contrôle strict des frontières, durcissement des conditions d'entrée sur le territoire américain, pression politique sur ses alliés, instrumentalisation assumée de la souveraineté nationale comme levier de négociation. Or, une Coupe du Monde repose précisément sur l'inverse. La fluidité des déplacements, la liberté de circulation des équipes, des supporters, des journalistes et des délégations officielles. Le premier point de friction est administratif, mais ses conséquences sont sportives. Mi-janvier, l'administration américaine a annoncé le gel de certaines catégories de visas pour les ressortissants de 75 pays. Officiellement, il s'agit de visas d'immigration. Officieusement, la frontière entre immigration, tourisme, déplacement temporaire et présence sportive devient de plus en plus floue. 15 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde sont directement concernés par ces restrictions. Pour d'autres, la délivrance d'un visa touristique est désormais conditionnée à une caution financière pouvant aller de 5 000 à 15 000 dollars, décidée au cas par cas par les services de l'immigration. Cela signifie concrètement qu'un supporter sénégalais, algérien ou marocain souhaitant assister à un match de son équipe pourrait devoir avancer l'équivalent de plusieurs années de salaire sans garantie de récupération. Cela signifie aussi que des journalistes, des membres de staff, des accompagnateurs, voire des proches de joueurs pourraient se voir refuser l'entrée sur le sol américain pour des raisons administratives, politiques ou idéologiques. Ce n'est pas une hypothèse théorique, c'est déjà une réalité pour certains ressortissants iraniens ou haïtiens, qualifiés mais soumis à un travel ban en vigueur depuis 2025. À ce stade, une précision s'impose. Aucun texte officiel n'interdit à une sélection nationale de participer à la Coupe du Monde. La FIFA continue d'affirmer que toutes les équipes qualifiées seront accueillies. Mais le problème n'est pas là. Le problème est systémique. Une compétition mondiale ne se limite pas aux 90 minutes sur le terrain. Elle vit par son environnement, par sa ferveur, par la présence des peuples qu'elle représente. Un mondial amputé de ses supporters, de ses diasporas, de ses récits humains, devient un produit aseptisé. À cette dimension administrative s'ajoute un climat politique de plus en plus inflammable sur le territoire américain. Manifestations contre la police de l'immigration, tensions sociales, affaires de violence impliquant des agents fédéraux, crispations identitaires, discours clivants, l'Amérique de 2026 n'est pas celle de 1994. Elle est plus fragmentée, plus brutale, plus méfiante à l'égard de l'étranger. Les chiffres du tourisme parlent d'eux-mêmes. En 2025, les États-Unis ont accueilli 4,5 millions de visiteurs de moins qu'en 2024. Ce recul n'est pas conjoncturel, il est structurel. Dans ce contexte, la question du boycott refait surface, non pas comme une stratégie organisée, mais comme une idée qui circule, qui s'insinue, qui divise. En Europe, certains responsables sportifs évoquent publiquement l'hypothèse, notamment en cas d'escalade diplomatique majeure, comme autour du Groenland ou du Moyen-Orient. En Allemagne, près de la moitié de la population se dit favorable à un boycott si certaines lignes rouges sont franchies. En France, les dirigeants ferment officiellement la porte, conscients des enjeux économiques colossaux. Car c'est là que se situe le cœur du paradoxe. Le boycott est un mythe politique dans le sport moderne. L'histoire montre qu'il ne fonctionne presque jamais.
Les Jeux de Pékin, la Coupe du Monde au Qatar, les compétitions organisées en Russie avant 2022, les appels au boycott existent, mais les compétitions ont lieu. Les raisons sont simples. Les fédérations, les sponsors, les diffuseurs, les États eux-mêmes sont trop interconnectés pour se permettre une rupture. Le sport est devenu un système mondialisé où l'idéalisme pèse moins que les contrats. Donald Trump le sait parfaitement. Il n'a pas besoin d'annuler la Coupe du Monde pour en reprendre le contrôle symbolique. Il lui suffit d'en redéfinir les conditions d'accès, d'imposer ses règles, de transformer un événement global en une vitrine de souveraineté américaine. En ce sens, parler de sabotage est peut-être excessif sur le plan juridique, mais pas sur le plan politique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas l'existence du mondial, mais son esprit. La FIFA, de son côté, adopte une posture d'équilibriste. Gianni Infantino multiplie les signaux de coopération avec la Maison-Blanche, allant jusqu'à remettre à Donald Trump un prix FIFA pour la paix. Un geste qui interroge, non par cynisme, mais par calcul. La FIFA sait qu'elle dépend des infrastructures américaines, de la sécurité américaine, de la logistique américaine. Elle sait aussi que toute confrontation frontale serait perdue d'avance. Alors, la Coupe du Monde 2026 aura bien lieu. Les matchs se joueront, les stades seront pleins, du moins en apparence. Les images seront spectaculaires. Mais derrière la façade, quelque chose aura changé. Ce mondial risque d'être le premier où l'universalité du football sera conditionnée, filtrée, hiérarchisée. Un mondial où tous les pays ne seront pas égaux face aux frontières, où tous les supporters ne seront pas les bienvenus de la même manière. La vraie question n'est donc pas de savoir si Donald Trump sabote la Coupe du Monde 2026, mais s'il en redéfinit la nature. S'il transforme un événement censé rassembler la planète en un miroir des fractures du monde contemporain. Et peut-être est-ce là la leçon la plus inquiétante. Le football, longtemps perçu comme un refuge au-dessus des conflits, est désormais rattrapé de plein fouet par la réalité politique. Dans quelques mois, le ballon roulera. Mais le contexte dans lequel il roulera dira autant sur l'état du monde que sur le niveau des équipes. Et cette Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, restera comme un tournant, pas seulement sportif, historique, politique, symbolique.